Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui, en ce lieu, en ce jour, et d'être venus à Sonitech, et d'être venus pour cette dernière conférence après une grosse journée, j'imagine. Donc, je souhaite remercier Sonitech déjà pour avoir organisé toute cette conférence. C'est un sacré boulot. Merci aux bénévoles, merci aux ingé son, merci à tous pour nous permettre d'être là après 2 ans de pause. Donc aujourd'hui, en fait, on va discuter un peu tous ensemble autour de JavaScript, comme c'est mis dans le talk, et on va parler des moteurs JavaScript, et on va essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne sous le capot pour exécuter son code JavaScript. Donc je vais commencer par le slide où je me présente et la boîte dans laquelle je bosse. Donc moi je m'appelle Adrien Marais, je suis responsable technique chez Quezel. Quezel, c'est une boîte du coin à Montpellier. On est avec Calliope aussi, dans le même groupe, et on fait un back-end clé en main, un peu comme Firebase, sauf que c'est open source, installable sur votre ordi, dans un cloud, où vous voulez. Et on développe, grâce à ce back-end, une plateforme IoT pour connecter tous vos capteurs de l'Internet des objets. Et on offre ces 2 produits dans un pass pour déployer dans notre infrastructure, si vous n'avez pas d'infrastructure. Donc tout est sur GitHub, vous pouvez aller jeter un œil si vous êtes curieux, ou sur mon GitHub, j'ai pas mal de trucs aussi. Voilà, ça c'était pour parler un peu de la boîte qui me sponsor. Dans le mauvais sens. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment sont exécutés les programmes. Parce que c'est magique, on écrit du code, et ce code, c'est une suite d'instructions qui va afficher des choses sur une page web, traiter des requêtes API, tout un tas de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les processeurs, eux, ils ne comprennent qu'un seul langage. Ils comprennent que le code machine. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est le code machine ici? D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il fait, ce code machine? Voilà. Le problème du langage du processeur, c'est qu'il n'y a que le processeur qui le comprend. Donc c'est pour ça qu'on a inventé d'autres langages qui ressemblent au langage naturel. Donc là, c'est du JavaScript. Tout de suite, on a l'impression qu'on va mieux comprendre à quoi ça sert. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ce code? Bon, je vais le dire, il essaye de trouver les nombres premiers entre 0 et 42. Bref. Donc ce code qui est compréhensible par les humains, on va devoir le convertir dans le code machine du processeur. Et donc, pour le convertir, on a plusieurs façons de faire. Donc, la première façon de faire, c'est ce qu'on appelle la compilation en avance de temps, ahead of time compilation. Donc, dans cette façon de faire, on va avoir du code source, donc par exemple du C++ ou du Go. Et ce code source, on va le donner à un compilateur. Ce compilateur va lire l'ensemble du code source qu'on lui fournit pour générer du code machine dans un fichier exécutable. C'est moi ou c'est... D'accord. Ce fichier exécutable est ensuite utilisable par votre système d'exploitation directement, qui va le filer au processeur pour qu'il puisse exécuter le code machine. Donc ça, c'est la première façon de faire. Les avantages de cette manière, c'est qu'on va avoir un code machine extrêmement optimisé en sortie. On a un programme du coup qui va être très rapide. On va être capable de faire des optimisations globales, vu qu'on a la totalité du code en entrée, et on peut inférer certaines choses. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. On a une vérification des types à la compilation, et ça va tourner à peu près partout, pour peu qu'on ait la même architecture. On va y revenir dans les désavantages. Dans les avantages, c'est qu'on a un long temps de compilation, donc quelques minutes à plusieurs heures, pour les gros programmes en C++. J'ai vu qu'il y avait Neteos ici. Ah non, c'est pas Neteos, excuse-moi. Bref, du typage statique, parce que ça va être difficile d'avoir des types dynamiques quand on a un compilateur en avance de temps. Et... ça ne marche pas comme ça. On va avoir surtout un code machine qui est dépendant de l'architecture du processeur. Donc vos processeurs, ils ont un type d'architecture, souvent c'est x64, sauf ceux qui sont sur Mac, qui ont Darwin, ou ceux qui sont sur Mac M1, qui ont découvert qu'il y a plein de programmes qui ne marchaient pas pour M1 parce que l'architecture était différente. Donc le code machine qu'on va générer, il est spécifique à un type d'architecture. De l'autre côté du spectre, on a ce qu'on appelle les interpréteurs. Donc les interpréteurs, ça fait plus ou moins la même chose. On va leur donner à manger du code source, donc je sais pas, JavaScript, Ruby, Python par exemple. Et l'interpréteur, il va juste exécuter ce code en fait. L'interpréteur, c'est un gros programme qui contient toutes les routines d'exécution pour lire du code et exécuter les instructions qui conviennent pour le processeur. Donc les avantages des interpréteurs, on va avoir une application qu'on peut lancer instantanément, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la compiler d'abord. On peut directement exécuter le code depuis la version non compilée. On a une portabilité du code, c'est-à-dire que votre code JavaScript, il va pouvoir tourner dans n'importe quel système, pour peu que ce système ait un interpréteur. Donc ce n'est pas votre responsabilité de le compiler pour toutes les architectures. On va pouvoir bénéficier d'un typage dynamique au runtime, c'est-à-dire que les types peuvent changer une fois que le programme est lancé. Dans les désavantages, il n'y a pas de précompilation. Donc pourquoi c'est un désavantage? C'est qu'on ne va pas avoir d'optimisation globale, et en règle générale, on va avoir quelque chose de très lent.
Donc les langages interprétés se sont pendant très longtemps ont une réputation pendant très longtemps d'être très lents. Aujourd'hui, ça change un peu, mais c'est quand même un gros problème. Et finalement, il y a un interpréteur qu'on doit livrer avec le code. Donc typiquement, ceux qui font du Java connaissent que la JVM, qui est un très gros interpréteur, qui est de plusieurs gigaoctets, qu'on est obligé de télécharger lorsqu'on veut lancer du code Java. Donc c'est pas forcément très pratique, par exemple, quand on fait de l'embarqué. Le problème, c'est que ces langages interprétés, ils sont extrêmement populaires, parce que c'est très facile d'écrire du code avec, c'est beaucoup plus rapide, et donc on en a partout, majoritairement dans le web, qui est du JavaScript et du PHP, aujourd'hui majoritairement, que ce soit pour le back-end en JavaScript et en PHP, et le front-end qui est exclusivement en JavaScript, quasiment. Donc les ingénieurs, pendant longtemps, ont réfléchi, et ils se sont dit qu'ils allaient faire le meilleur des deux mondes, ils allaient utiliser des interpréteurs qui utilisent eux-mêmes des compilateurs. Très malin. On va voir comment ça fonctionne. Première chose, on appelle ça la compilation just-in-time. Donc on va l'abrévier en JIT pour la suite du talk. Comment ça fonctionne un interpréteur avec une compilation just-in-time? Alors on prend le code source, on va le passer dans l'interpréteur. Cet interpréteur va générer une représentation intermédiaire de notre code source qu'on appelle du bytecode. La JVM a son bytecode spécifique, le V8 a son bytecode spécifique, qui est l'interpréteur JavaScript de Chrome. Tous les interpréteurs ont leur bytecode spécifique. Et ensuite, ce bytecode va de nouveau repasser dans l'interpréteur pour être exécuté. Ce qui change, c'est que ce bytecode, on va aussi pouvoir l'utiliser dans un compilateur. Et ce compilateur, comme tous les compilateurs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous générer du code machine, et ensuite il va venir exécuter ce code machine. Et ce code machine, l'avantage, c'est qu'il va être beaucoup plus performant que le bytecode JavaScript intermédiaire qu'on a généré. Donc, si on résume, les avantages d'un interpréteur, on a une application qui va démarrer instantanément, on va avoir du typage dynamique, super utile quand on fait du web par exemple, la portabilité, c'est pas à nous d'écrire le code dans plusieurs architectures différentes, et on va avoir les avantages des compilateurs, qui sont en fait majoritairement d'avoir du code qui va être optimisé, et donc qui va être très rapide. Pour en revenir aux interpréteurs, on va surtout se focaliser sur JavaScript, qui nous intéresse aujourd'hui, mais les principes que je vais énoncer s'appliquent pour la plupart des langages. Seulement, on va voir qu'il y a des spécificités avec JavaScript, et ensuite avec Node V8, avec Node.js et V8. Donc, tout d'abord, on a le code JavaScript. Donc voilà, c'est une fonction JavaScript très simple. La première étape, ça va être de parser cette fonction. Parce que ça, c'est les humains qui peuvent le lire, le texte, et la machine, elle a besoin d'une représentation intermédiaire qu'on va appeler un arbre de syntaxe abstraite. Bon, il y en a peut-être qui connaissent, c'est une représentation sous forme de graphe du code à exécuter. À partir de cet arbre de syntaxe abstraite, on va pouvoir générer le bytecode intermédiaire qui nous intéresse, le bytecode JavaScript. Il faut bien voir que cette étape de parsing, elle est extrêmement coûteuse en temps. Il faut lire du texte, l'interpréter, le découper, et ensuite construire l'arbre de syntaxe abstraite. Donc on va essayer de la faire qu'une fois. Donc c'est ce que font tous les interpréteurs modernes, c'est ils font le parsing qu'une fois, et après ils se concentrent sur le bytecode. Donc si on résume, on a notre interpréteur JavaScript qui va générer du bytecode, avec le schéma qu'on vient de voir juste avant, et ensuite ce bytecode va être exécuté, toujours par l'interpréteur. On a une deuxième branche, qui est celle du compilateur. L'interpréteur va pouvoir faire appel au compilateur à certains moments, pas tout le temps, on va voir quand et pourquoi, pour lui dire de compiler certaines parties du code et de générer du code machine optimisé qui va s'exécuter beaucoup plus rapidement que le bytecode JavaScript. Et la dernière étape, c'est la déoptimisation. À certains moments, il s'avère que le code machine qui a été généré par le compilateur ne colle pas avec les besoins de l'application. Typiquement, s'il y a un changement de type dynamique, donc s'il y a un changement de type, le code machine généré ne sera plus compatible avec les besoins de l'application, et donc le compilateur redonnera la main à l'interpréteur pour venir exécuter le bytecode. Donc tout ça, en fait, c'est le workflow de V8. Donc V8, c'est le moteur JavaScript construit par Google, qui notamment dans Chrome et Node.js, simplifié évidemment. Et ce qu'on voit en haut, c'est l'interpréteur de V8 qui s'appelle Ignition. Et ce qu'on voit en bas, c'est le compilateur de V8 qui s'appelle Turbofan. On va commencer par parler un peu de l'interpréteur ensemble.
Donc Ignition, donc on a vu, en fait, lui, son travail, c'est de générer du bytecode. Donc depuis le code JavaScript, il va générer ce bytecode JavaScript. Donc c'est une représentation intermédiaire. On peut remarquer que en fait, le bytecode généré est beaucoup plus petit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à gauche, on a des caractères, des chaînes de caractères, et à droite, en fait, c'est des nombres. Derrière starcheck, LDR, ce sont simplement des nombres. On les met sous représentation de texte parce que sinon, nous, on ne comprend rien, mais ce sont des nombres. C'est pour ça que c'est beaucoup plus petit. Donc on a quelques avantages à utiliser ce bytecode. C'est que l'empreinte mémoire va être moindre, parce que ça prend moins de place à stocker en RAM, le programme sous forme de bytecode. On n'a pas besoin de le reparser à nouveau, à chaque fois qu'on veut réexécuter quelque chose. On va conserver uniquement le bytecode. Et finalement, quelque chose de très important, c'est que ce bytecode va être utilisable directement par Turbofan, le compilateur. On va voir comment plus tard. L'exécution du bytecode, on va passer un peu rapidement là pour la première passe. Ce qu'il faut juste retenir pour votre culture, c'est que Ignition est une machine à registre. C'est quelque chose qui est très proche du fonctionnement d'un CPU. On va rester là pour l'instant. Ça fait que exécuter le bytecode. Donc, le bytecode est envoyé dans la machine à registre d'Ignition qui l'exécute avec tout un ensemble de routines. On va maintenant s'intéresser à certaines de ces routines qui sont propres à JavaScript, avec notamment les objets qui sont omniprésents dans le langage JavaScript. Et donc forcément, Ignition a tout un tas de techniques pour optimiser l'exécution de programmes contenant des objets. Donc on va commencer à essayer de réfléchir ensemble un objet. Donc là, j'ai un objet avec deux propriétés, un nom et un âge. Comment on va le représenter? On va faire un JSObject qui contient ces propriétés, name et age. Et puis pour chaque propriété, on va stocker des attributs. Vous savez, en JavaScript, les propriétés elles peuvent être enumerable, writable, plein de choses. Puis on va stocker la valeur aussi. Pour name, puis on va le faire pour age. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui va déclarer un deuxième objet, qui ressemble beaucoup au premier, un nom et un âge. Seules les valeurs sont différentes. Et bien ici, en fait, avec cette méthode, on va devoir redéclarer un JSObject, et puis on va redéclarer des attributs de propriété. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une déduplication non nécessaire de toutes les propriétés d'attributs, parce qu'en fait, c'est les mêmes attributs, les mêmes propriétés, nom et âge. Donc comment fait Ignition, et comment font la totalité des interpréteurs JavaScript aujourd'hui? Ils vont utiliser un système de classes cachées. Donc en fait, dans le JSObject, on va uniquement stocker les valeurs de mon objet. Et en fait, ce JSObject va pointer sur ce qu'on appelle une classe cachée, hidden class. Donc c'est le nom générique qui va contenir les informations de chaque propriété. La propriété name, on va avoir les attributs de propriété, et au lieu d'avoir la valeur, on va avoir l'offset. C'est l'endroit où on va trouver la valeur pour cette propriété à l'intérieur du JSObject. Donc le nom, c'est à l'offset 0, et l'âge, c'est à l'offset 1, comme un tableau, quoi. L'avantage de ça, c'est qu'en déclarant un deuxième objet, on va juste avoir besoin de déclarer le JSObject qui contient les valeurs. Et ensuite, il va pouvoir pointer sur la même classe cachée qui contient les attributs de propriété pour chaque propriété. Donc ça, c'est la manière d'éviter la duplication d'informations en traitant les objets à l'intérieur du moteur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système de classes cachées nous impose certaines contraintes. Typiquement, l'ordre des propriétés va être important. En JavaScript, les objets ne sont pas figés. On peut toujours ajouter des propriétés. Donc, au début, j'ai un nom. Donc, j'ai cet arbre avec ma classe cachée. Puis ensuite, je rajoute un âge. Du coup, cet âge, il va bien falloir le représenter à l'intérieur de l'interpréteur. Et donc, du coup, on va rajouter la valeur et on va créer une deuxième classe cachée qui hérite de la première, avec les attributs de propriété, bien sûr. Donc ici, on voit que l'ordre dans lequel vous définissez les propriétés va définir la structure de vos classes cachées. Si on avait déclaré dans un autre ordre, on aurait eu une autre classe cachée. C'est ce qu'on voit ici. Si on commence par déclarer un âge et ensuite un nom, ça c'est complètement invalide et on va devoir refaire le travail de déclarer ces classes cachées et de les référencer. Donc on en vient en premier takeaway, essayer de réduire le nombre de classes cachées dans vos programmes. Donc pour ça, première chose, quand vous déclarez un objet, évitez de le déclarer petit à petit de cette manière. Il faut mieux déclarer tout d'un coup.
Dans le premier cas, vous avez 3 classes cachées, une classe cachée qui ne contient rien, une classe qui contient le nom et une classe qui contient l'âge, donc on a un arbre d'héritage sur 3 niveaux, alors que dans le deuxième cas, on a une seule classe cachée. Donc rien que ça, c'est à peu près 25% de gain en perf. Bon, c'est du micro-benchmark, ça vaut ce que ça vaut, on en parlera à la fin. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée tout au long du talk. Deuxième chose, il faut éviter de mettre les propriétés dans un ordre différent. Parce que différents ordres de propriétés, différentes classes cachées. Donc pour ça, vous avez une règle ESLint qui est super, qui s'appelle sortie. Ça vaut rien, vous la mettez dans votre ESLint et ça va vous assurer que vos propriétés sont toujours déclarées dans le même ordre dans les objets, ordre alphabétique. Et donc quand vous savez pas comment, donc quand vous déclarez un objet, si vous ne savez pas encore la valeur que va avoir chaque propriété, vous mettez des valeurs vides. Voilà. Deuxième possibilité, utiliser des classes. En général, les classes, c'est quand même cool. Depuis les versions modernes de JavaScript, on a des classes, hein, c'est du sucre autour de fonctions, bien sûr. Tout est fonction dans JavaScript. Mais au moins, ici, on est sûr qu'à chaque fois qu'on va instancier un user, on va initialiser ses propriétés dans le même ordre. Et en plus, il y a une petite amélioration de V8. Quand on utilise des classes, on arrive à instancier les objets un peu plus rapidement. Ça va, c'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Deuxième chose, les inline cache, le cache inline caching. Deuxième trick de l'interpréteur pour booster les performances de votre code JavaScript. Comment ça fonctionne? On va reprendre notre exemple de tout à l'heure, mon utilisateur, mon user avec son nom et son âge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser cet objet dans une fonction. Vous vous souvenez, en JavaScript, tout est fonction. Tout va se passer dans les fonctions, toujours. Chaque fonction va avoir son inline cache, qu'on voit ici sur la droite en bas. Donc cette fonction, elle va simplement retourner la propriété âge de mon utilisateur. Comment ça fonctionne quand on va l'appeler? Donc j'appelle ma fonction sur mon objet. Donc mon objet, on retourne la propriété âge. Donc je vais dans mon JSObject, puis je vais dans ma classe cachée, à la propriété âge, puis je vais voir à quel offset. On est à l'offset 1. Très bien, donc je retourne dans mon JSObject et je vais lire ce qu'il y a à l'offset 1 de mon JSObject, et c'est cette valeur que je vais retourner. Sauf qu'avant de la retourner, l'interpréteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter une entrée dans le cache. Il va dire que la prochaine fois qu'on a besoin de récupérer la propriété âge sur un objet user, eh ben on sait tout de suite que c'est à l'offset 1. Et là, on s'épargne quand même pas mal de sauts dans la mémoire en faisant ça. Donc là, quand je rappelle la même fonction, on va voir le cache inline, et hop, on sait instantanément qu'on peut le récupérer à l'offset 1. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que les cache inline sont par fonction. C'est-à-dire que si vous déclarez une nouvelle fonction, elle aura son propre cache, donc vous ne bénéficierez pas du cache fait précédemment. Donc ici, c'est le deuxième takeaway. Il faut faire attention à vos cache inline. Comment on fait ça? Alors, première chose, le mot-clé delete, c'est vraiment à proscrire. Pour deux raisons. La première raison, c'est que le mot-clé delete va changer les classes cachées de votre objet. Si vous faites un delete sur l'objet user, là, vous allez détruire l'arbre de classe cachée et vous allez en créer un nouveau. Ça dépend. Là, c'est l'âge, donc on va juste supprimer le dernier niveau. Si vous aviez supprimé le name, il faut refaire tout l'arbre de l'objet. Donc c'est super. C'est une très mauvaise idée niveau performance. En général, il faut mieux mettre la valeur à undefined. Donc ça ne résout pas tous les problèmes, parce que des fois, on n'a pas envie que la propriété existe complètement. Dans ce cas-là, en fait, il faut mieux recréer un objet qu'utiliser le mot-clé delete. Donc vraiment, le mot-clé delete, en fait, il faut l'enlever de vos programmes. En général, c'est une mauvaise idée de le garder. Deuxième chose, il faut éviter de changer les types. Donc après, ça, c'est quelque chose qu'on va revoir, hein, les types, mais quand vous avez décidé que quelque chose serait un integer, il ne faut pas le transformer en float. Parce qu'en faisant ça, c'est pareil, vous allez détruire l'arbre de classe cachée, l'arbre d'héritage de classe cachée, parce que ça change, les attributs de propriété changent, tout change. Donc ça, c'est pareil, on évite. Ça, c'est une des meilleures optimisations de V8, donc c'est à peu près 67% plus rapide de récupérer une propriété avec le cache inline que sans le cache inline. Mais a priori, il le fait quasiment tout le temps. C'est juste qu'il faut faire gaffe de ne pas faire de delete, par exemple. Parce que créer le cache inline, ça prend aussi du temps. Troisième chose, toujours avec notre interpréteur, les closures omniprésentes en JavaScript. Donc les closures, c'est quoi, hein? C'est quand on a une fonction qui est déclarée à la volée, qui va utiliser le contexte d'une autre fonction.
c'est celle-là. Là. Vous voyez ici, ma closure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les closures, c'est des objets comme les autres. Quand vous le déclarez, il faut bien l'allouer, il faut le créer quelque part. Et puis après, il faudra le désallouer aussi, hein, avec le garbage collector dont on ne parlera pas pendant ce talk. Et en plus, vu que c'est une closure, elle peut accéder au contexte environnant. C'est-à-dire que moi, dans cette closure, j'utilise le name, le parseur et le callback. Et donc tout ça, c'est un contexte qu'il va aussi falloir stocker quelque part. Donc il y a encore une allocation mémoire ici. Et donc il faut faire attention, c'est quelque chose qui peut très facilement mener à des fuites mémoire, mauvaise utilisation des closures. Donc là, c'est au final, si on regarde ma fonction, read.json, quand je l'appelle, à chaque fois que je l'appelle, je crée 2 closures, et après, je crée 2 contextes pour ces closures. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, donc c'est quelque chose qu'on peut essayer d'éviter quand ce n'est pas nécessaire. Donc typiquement, ici, si on prend un exemple, alors vous allez me dire, c'est du code un peu stupide, j'ai une fonction qui est déclarée dans une autre fonction, très bien, mais c'est du code qu'on peut voir dans beaucoup de librairies, très populaires sur NPM. Au lieu de faire ça, de redéclarer ma fonction à chaque fois, je vais l'extraire et la déclarer une bonne fois pour toutes et l'utiliser. Comme ça, de 1, je n'ai pas besoin de la redéclarer, et de 2, je vais pouvoir conserver le cache inline qui a été créé avec cette fonction. Ça, voilà, 11%, un peu plus rapide, parce que c'est le temps d'allouer la closure à chaque fois. Bon, on a parlé de la partie interpréteur. Je vous ai présenté rapidement quelques points, donc c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, mais là, on n'a que 50 minutes, donc j'ai envie qu'on pose des questions à la fin. Donc, on va plutôt passer à la deuxième partie, qui est Turbofan, le compilateur. C'est là que le génie est. Hein. Le génie de V8, il est ici, il n'est pas vraiment dans l'interpréteur. Alors, comment ça fonctionne, Turbofan? Alors en fait, Turbofan, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va regarder le code JavaScript. Donc là, on a une fonction add, et cette fonction add, elle va être appelée un très grand nombre de fois, ici 10 000 fois. L'interpréteur, donc lui c'est Ignition, hein, toujours, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir qu'une fonction est appelée un très grand nombre de fois, et il va dire cette fonction, c'est un hot pass. C'est un endroit de mon code critique que j'appelle de nombreuses fois, donc il faut que je vois si je ne peux pas optimiser l'exécution de cette partie du code. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va fournir le bytecode à Turbofan, qu'on voit ici, à droite. Turbofan, avec ce bytecode, il va faire une étape d'optimisation spéculative. On va voir à quoi ça correspond. En gros, il va compiler le bytecode en code machine, le code machine du début, du code machine optimisé, et ensuite il renvoie ce code machine à Ignition, l'interpréteur, qui va le sauvegarder, et à chaque fois qu'on va utiliser la fonction add, au lieu que l'interpréteur exécute lui-même cette fonction à partir du bytecode, il va utiliser le code machine optimisé, généré par Turbofan. Donc c'est ça qui fait que votre code JavaScript tourne vite, c'est ça qui fait que Node.js est aussi populaire, que Chrome a eu beaucoup d'avance pendant très longtemps, c'est grâce à ce workflow. J'ai parlé d'optimisation spéculative, mais on va voir exactement ce que c'est. Donc l'optimisation spéculative, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ici, on est dans un langage dynamique. Donc quand j'appelle une fonction avec 2 variables A et B ça peut être n'importe quoi. Des int, des chaînes de caractères, des objets, des tableaux, ce que vous voulez, du undefined, du nul. Pareil pour le type de retour. La partie spéculation, c'est de se dire, j'ai appelé ma fonction 10 000 fois avec 2 int, et 10 000 fois, elle a retourné un int. Donc potentiellement, la prochaine fois que je vais l'appeler, il y a de grandes chances que ce soit avec 2 int et qu'elle retourne un int. Et c'est ces informations qui sont récupérées par Ignition, l'interpréteur, et envoyées à Turbofan avec le bytecode, ce qu'on appelle le feedback de l'interpréteur. Et Turbofan, avec ces informations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir générer un code machine qui est optimisé uniquement pour ajouter des integers. Parce que sinon, pour ajouter des choses en JavaScript, il y a plein de façons. Hein. Des chaînes de caractères, ça va les concaténer. Des floats, ce ne sera pas la même chose. Mais vu qu'on sait qu'on va toujours appeler notre fonction avec 2 integers, on peut générer du code machine hautement optimisé pour les integers. Et donc, c'est ce que fait Turbofan. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si plus tard, on appelle la même fonction avec des paramètres qui ont un type différent, on va générer ce qu'on appelle une désoptimisation. C'est-à-dire que Turbofan est capable de comprendre que la fonction n'a pas été appelée avec les mêmes types de paramètres, et du coup, le code généré ne fonctionnera pas.
Du coup, le code machine généré est jeté à la poubelle, littéralement, et on redonne la main à l'interpréteur qui, lui, va récupérer le bytecode et le générer. Donc ça, c'est un performance killer. À chaque fois que vous êtes sur une déoptimisation, ça prend énormément de temps. Relativement, dans le monde de V8, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Compiler, ça prend du temps. Repasser la main à l'interpréteur, ça prend du temps. À ce niveau-là, on va peut-être se demander pourquoi on n'utilise pas juste Turbofan, vu que c'est tellement plus rapide et que c'est tellement mieux. Le premier problème, vous vous souvenez du bytecode JavaScript? Ici, ça fait 6 octets. C'est 4 lignes de bytecode. Là, si on les compile avec Turbofan, donc là c'est une addition, c'est mon addition de 2 int. Si on les compile avec Turbofan pour additionner 2 int, on se retrouve avec ça. Et donc ça fait 45 octets. Donc ça fait quand même quasiment 1 x 8. Et donc faire ça sur l'ensemble d'une base de code, on n'a pas non plus une RAM illimitée, et ça pose aussi d'autres problématiques. Donc bien sûr qu'on ne va pas tout compiler. Ça c'est la première raison, l'empreinte mémoire. La deuxième raison, c'est qu'on est dans un langage dynamique, et qu'en fait la première fois j'ai appelé avec 2 integers, peut-être plus tard j'ai envie d'appeler avec 2 chaînes de caractères, j'ai le droit, je suis en JavaScript, j'ai le droit. Et donc on ne peut pas compiler l'ensemble de son programme avec Turbofan. On est obligé de le faire petit bout par petit bout et de garder ces garde-fous qui sont les barrières de désoptimisation pour revenir sur le bytecode lorsque on a changé de type. Donc ici, le takeaway de ça va être écrire des fonctions qui vont être optimisables par Turbofan. Votre but, c'est de rendre la tâche le plus facile possible à Turbofan pour que votre code puisse être compilé. Donc pour ça, on oublie les fonctions polymorphiques. Les fonctions polymorphiques, c'est les fonctions qui prennent plusieurs types d'arguments, les int, des chaînes de caractères. Donc ça, on oublie. À la place, on va plutôt faire 2 fonctions monomorphiques. Une fonction qui fait les int, une fonction qui fait les chaînes de caractères, etc. etc. Le code généré par Turbofan, à peu près 73% plus rapide. Donc là, c'est sur cette fonction en particulier. Bien sûr, ça changera selon votre code. Deuxième chose, ça fonctionne aussi avec les objets. Là, j'appelle ma fonction add 2 fois. Est-ce que vous voyez la différence entre la première fois que je l'appelle et la deuxième fois que je l'appelle? Entre mes objets A et B? Là, j'ai X et Y. Là, j'ai Y et X. C'est pas la même forme, c'est pas la même classe cachée derrière. Ça, c'est pareil. Turbofan, du coup, là, il sait pas faire. Et du coup, ici, si vous avez appelé 10 000 fois cette fonction comme ça, on va pouvoir générer du code optimisé. Et ici, on va trigger une désoptimisation. Donc tout est perdu. Donc c'est pareil, toujours essayer d'avoir des objets qui ont la même forme. Voilà, ça va être la fin de ce talk, en tout cas pour la partie présentation. On va passer aux questions, juste avant qu'on passe aux questions. Donc là, j'ai montré des tricks d'optimisation, j'ai mis des pourcentages, j'ai parlé de micro-benchmark. J'aimerais juste que vous compreniez que dans le monde du développement actuel, les CPU, ça coûte pas très cher. La RAM, ça coûte pas très cher. Ce qui coûte très cher, c'est les humains. C'est les humains qui écrivent le code, qui le maintiennent, qui le testent. Et plutôt que se lancer dans des optimisations avant qu'on en ait besoin, ce qui est catastrophique en général, il vaut mieux écrire du code en ayant quelques règles en tête, en utilisant la règle ESLint par exemple. Et lorsqu'on en a besoin, on fera des passes d'optimisation. Mais il faut toujours essayer de privilégier la readability, la lisibilité du code, plutôt que l'optimisation alors qu'on n'en a pas encore besoin. Donc voilà, restez pragmatique, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne, mais il ne faut pas non plus aller dans la course à l'optimisation constante. Voilà, merci d'avoir écouté. Et si vous souhaitez... Ouais. Et juste, si vous souhaitez aller plus loin, c'était assez dur de regrouper de la littérature à jour sur V8 et sans lire le code, parce que bien sûr, il reste toujours l'option de lire le code C++. Mais si vous allez sur mon GitHub ici, j'ai compilé un ensemble de ressources qui sont à jour sur la façon dont fonctionne actuellement V8, donc Node.js et Chrome. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur mon GitHub. Et vous pouvez poser des questions aussi plus tard sur ce repo et j'y répondrai.